Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Eh bien cette semaine, on vous octroie une petite émission très particulière. On va se projeter dans le futur pour parler du musée du jeu vidéo. Vous en avez sans doute déjà entendu parler. Et pour parler de ce musée Odyssée qui verra bientôt le jour, j'ai avec moi en plateau ces trois cofondateurs. Benoît Théveny. Bonjour, merci pour l'accueil. Alors on se projette dans le futur, mais aussi dans le présent, parce qu'il se passe des trucs dès maintenant. Et vous allez tous les trois tout nous raconter. Donc voilà, Tev, d'ici Japon, plus connu peut-être sous ce nom-là. Oui, Tev, je viens de lâcher le vrai nom. Non, on va rester Désolé. sur Tev, c'est bon. C'est bon. Et à tes côtés, Ludovic Charles. Bonjour. Bonjour. Grand collectionneur devant l'éternel. C'est ça. Depuis une trentaine d'années, collection, et puis on a monté ce projet ensemble. Une bien belle collection aussi dont on va parler. Et un autre Benoît, Benoît de Reuter, qui doit driver ces deux messieurs. Ça se passe bien ? Super. Bonjour Mélinda. Très heureux d'être avec toi. Et bien voilà, je suis ravie de vous avoir tous les trois pour parler de ce chouette projet que vous allez nous présenter. Eh bien, il n'y a qu'une seule actu à chaud cette semaine, c'est celle-là. Et c'est parti tout de suite. Voilà, je vous l'avais dit, pas d'Assassin's Creed Shadows cette semaine, pas d'actu, rien. Notre grosse actu, c'est ce que vous allez nous raconter, nous présenter ce musée qui va arriver à Bussy-Saint-Georges, en banlieue parisienne. Tev, elle vient d'où cette idée de faire un musée ? Alors déjà, on est la grosse actu, c'est déjà un petit achievement pour vous, c'est un grand jour. C'est déjà pas mal. L'idée, elle vient du fait que Ludovic avait mis sa collection en vente sur eBay il y a maintenant presque 3 ans. Hein. C'était l'été 2022, je crois. Ça fera 3 ans. Ouais, c'est ça. Cet été. Ouais. Et la communauté, on va dire, s'est mobilisée pour me prévenir, parce que moi aussi je suis collectionneur plutôt au Japon, pour qu'on fasse quelque chose de cette collection. En fait, c'est assez rare, hein, puisqu'il a vraiment la plus grande collection de consoles du monde. C'était combien de consoles, Ludovic ? 2300 au dernier recensement, mais depuis on a continué quand même. J'imagine. Ouais, c'est vraiment un patrimoine énorme, et c'est... Quand tout le monde a découvert ça, en fait, tout le monde s'est dit il faut en faire quelque chose, il faut que ça reste en France aussi, parce qu'on sait que beaucoup de collections partent à l'étranger ou alors sont démantelées pour être vendues. Et après un petit peu de réflexion, j'ai contacté Ludovic, on s'est très rapidement entendu sur le fait que, il était déjà ouvert à l'idée, mais qu'on devait mettre ça à la disposition du public. Et on a avancé vers cette idée, premièrement, de faire un musée du jeu vidéo, parce qu'il n'y en a pas en France, étonnamment. C'est bizarre, hein, vraiment, parce que c'est le patrimoine, c'est le bien culturel numéro 1 en France. Hein, c'est vrai qu'on n'a pas de musée. On a beaucoup d'expositions fréquemment, mais on n'avait pas de lieu. Oui, il n'y a pas de lieu qui symbolise dédié. Ça. Et ça nous paraissait, en fait, il y a un vide à manquer, clairement. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a eu de l'engouement. Et on a commencé à parler de ce projet avec Ludovic et de l'envisager de façon un peu plus, on va dire, professionnelle, parce qu'un musée en soi, c'est quand même difficile, j'allais dire en France, mais en vrai partout dans le monde. Il faut des subventions, il faut compter sur les entrées. C'est pas un business model très facile, on va dire. Et donc, on a envisagé tout ce qui pouvait aller à côté pour que les gens puissent venir, revenir, et aussi pour qu'on ait un business model périn qui fait que en fait, le musée va rester ouvert, on espère, pour toujours. On espère. Ludovic, justement, pourquoi mettre cette collection en vente à ce moment-là ? Alors, au bout d'un moment, la collection devient tellement importante que vous avez beau avoir des grands locaux, j'avais 300 mètres carrés disponibles à peu près, ça finit toujours par s'entasser et ne pas être mis en valeur. Du coup, le plaisir de collectionner devient difficile parce qu'on peut même pas profiter des pièces, on peut même pas rassembler, ne serait-ce que pour faire des photos. Donc, et puis à un moment, la collection, ça vient, ça redescend. Il y a des moments où c'est très intense et d'autres où ça l'est moins. Et l'idée, c'était de faire réagir, quoi. Soit je la vendais effectivement et puis je passais à autre chose, à d'autres projets parce que j'ai plein d'autres projets. Soit on trouvait quelqu'un avec qui s'associer pour faire quelque chose. Voilà. Et donc, alors, c'était l'idée, donc tous les deux, vous vous concertez. Benoît, comment est-ce que tu rentres dans l'affaire ? C'est la partie plus... Ils ont l'idée, il fallait avoir quelqu'un qui a un peu plus les pieds sur terre pour dire, faire un musée, c'est pas non plus à la portée de tout le monde. Absolument. Alors en revanche, il y a une chose qui nous unit tous les trois, c'est qu'on a vraiment les pieds sur terre, puisque nous sommes tous les trois des entrepreneurs à la base, avec chacun une spécialité. Ce qui nous unit d'abord et surtout, c'est la pop culture, et notamment le jeu vidéo. Mais effectivement, il a fallu un moment qu'on se pose les bonnes questions, puisque on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche, malgré notre bonne volonté. Et on a essayé d'amener autant de rationnel que possible sur ce projet. Et donc, on s'est posé les bonnes questions. Donc, on a eu des échanges sur est-ce que nous sommes légitimes à porter ce projet ? Est-ce que nous sommes attendus ? Est-ce qu'il y a une opportunité business à monter un musée du jeu vidéo ?
Et si oui, comment on peut crash-tester la bonne idée? Eh bien, la meilleure chose qui nous est venue en tête, c'est un crowdfunding. Et donc, on a lancé cette campagne de crowdfunding. Et là, on a été quelque peu rassurés. Vous avez été impressionné, pas du tout, de voir l'engouement qu'il y a eu autour du projet quand vous l'avez annoncé? Oui et non. En fait, on savait que ça allait marcher. Comme je disais, on est là, on comblait un vide en fait. Et tout le monde joue aux jeux vidéo, tout le monde a une attache. Et on savait que bien présenté, ça allait fonctionner. Par contre, c'est vrai qu'au final, on fait un financement participatif qui fait triple record d'Europe. 2,3 millions récoltés, plus de 32 000 personnes qui participent, 33 000 participations, c'est absolument énorme. Et il y a plein de soutiens qui se déclenchent, que ce soit public, même les médias, les influenceurs, les artistes, la ville de Bussy-Saint-Georges aussi qui nous accompagne, le président de la République aussi qui nous accorde le haut patronage. Il y a tellement de choses qui se déclenchent suite à ça que oui, c'était un peu inattendu que ça aille aussi loin. C'était espéré, on va dire. Mais c'était une très très bonne surprise. Donc on a eu un bon starter pack en fait. C'est vrai que le starter pack avec le budget et tout, c'était impressionnant. Pourquoi avoir choisi Bussy-Saint-Georges? C'est pas la ville la plus connue. Non, c'est pas la ville la plus grande connue, ville. mais pour le projet c'est la meilleure. Vraiment, alors on a été, on va pas dire démarché, mais on a été contacté par plusieurs localités en France et même ailleurs. Mais Bussy-Saint-Georges en fait, c'est pas vraiment la ville, mais c'est plus le pôle ludique qu'ils sont en train de développer à Bussy. Qui est un des plus grands pôles ludiques en développement en Europe en ce moment, où il va y avoir plein d'activités, déjà même sans le musée, et nous on va s'inclure à ce projet-là. Donc de fait, on n'est pas le seul pôle d'attraction en fait, de la ville, il y a plein de choses à côté qui vont faire que des gens vont se déplacer, des activités ludiques un peu pour toute la famille, donc ça c'est un gros point, mais surtout Bussy-Saint-Georges, c'est extrêmement bien placé. On a le RER A qui s'arrête juste à côté, on a les autoroutes, on a toutes les infrastructures qui nous permettent d'accueillir des gens, et puis petit détail, il y a Disneyland pareil juste à côté. Important pour ceux qui ne seraient pas franciliens mais qui voient où est Disney, et oui, ce sera à côté. Et effectivement, parce qu'en fait, je pense qu'on va attirer la population française, je ne vais pas dire facilement, mais avec la couverture médiatique qu'on a, je pense que les Français vont se déplacer, mais là, on va pouvoir toucher aussi tous les touristes qui viennent dans la région pour d'autres choses, notamment pour Disneyland Paris. Donc c'est très bien. Puis il y a tout le parc hôtelier de Bussy qui est vraiment juste à côté de là où on va faire le musée. Donc stratégiquement parlant, c'est incroyable. Alors justement, on va rentrer dans le dur du musée Odyssée, parce que ça, vous l'aviez annoncé, votre idée, votre volonté de faire un projet. Maintenant, il y a du concret, ça se commence à prendre forme. Alors, qu'est-ce que vous avez à nous annoncer sur qu'est-ce qu'on va trouver en y allant justement? Ça ressemblera à quoi ce musée? Il y a plusieurs parties, il y a un musée et puis il y a une partie qu'on appelle village japonais. Pour la partie musée, c'est peut-être Ludovic qui va nous expliquer. Ludovic. Alors, du coup, on avait annoncé un musée de 1000 m² sur une surface globale de 3000 et quelques. À l'heure actuelle, on est sur un Odyssée de 11 000 m². Et la partie musée couvrira 3000 m² sur un étage. Donc, ce sera sur un premier niveau. On a pu voir on voit des images passer. Qui voient, Donc, ce sera 4 immenses mezzanines reliées par des passerelles sur lesquelles il y aura tout un parcours muséal avec des décors dignes de cinéma, dans lequel vous serez immergé dans des décors de jeux vidéo de différentes styles, comme on peut voir là, un peu antique ou un peu moyenâgeux. Ça va être vraiment des zones thématisées. Exactement. Et dans lequel il y aura bien sûr des pièces extrêmement rares qui seront disposées et des consoles sur lesquelles on pourra jouer, des bancs d'arcade qui seront dispatchés un peu dans tout ce parcours. Mais il y aura quand même un parcours pas classique, mais dans lequel vous aurez 50 ans de jeux vidéo et de consoles qui seront exposés. Donc les deux seront côte à côte pour deux styles d'expériences différentes. En fait, on veut vivre une expérience, on veut faire vivre une expérience. On ne veut pas faire un musée comme on l'entend. C'est pour ça que le mot musée, pour nous, c'est un peu... on a du mal avec le mot musée parce qu'on veut vraiment que ce soit une expérience, quelque chose, un endroit où vous pouvez revenir. C'est pas une fois que vous l'avez vu, c'est bon, vous l'avez vu, quoi. Donc il y aura beaucoup de choses à faire dedans. Alors, j'ai vu une scène e-sport aussi dans votre projet. C'était important d'inclure aussi l'e-sport dans le projet jeux vidéo. Ouais, c'était super important. J'en parle parce que j'ai une équipe e-sport et du coup, c'est moi le plus excité peut-être par le... Mais... C'est toi qui as dit, non mais moi je veux absolument de l'e-sport dans le projet? Non, alors, il a fallu les convaincre ou pas? Pas du tout, parce qu'en fait, dès le départ, on s'est dit, on veut parler du jeu vidéo, pas de l'histoire du jeu vidéo. Donc il y a 50 ans d'histoire à traiter, comme le dit Ludovic, mais aussi ce qui se passe maintenant. On veut vraiment pas s'écarter de ce qui se fait maintenant et de ce qui va se faire dans le futur. Et l'e-sport, on peut pas passer à côté. Et on a voulu justement accueillir ça de façon la plus majestueuse possible, c'est-à-dire avec une arena. Et donc,
moi, je suis très content de ça, des tournois qu'on va pouvoir accueillir, voire organiser. En plus, c'est un genre d'endroit qui manque en région parisienne. On est dans une taille, on est à peu près sur 2000 m² d'espace. On peut accueillir jusqu'à place assise 1000 personnes. Ah oui, c'est pas une petite arena, vous avez en tête. C'est un vrai truc. Et c'est une taille qui manque un peu en France. Il y a souvent des grands stades. On commence à avoir des salles, on n'en a pas beaucoup. On commence à en avoir, mais le calendrier il se remplit très très vite. Il y a beaucoup de demandes là-dessus. Donc on est très très content d'avoir cette salle, surtout que c'est au-delà d'une gaming arena, c'est aussi une salle événementielle modulable, où il y aura 7 configurations différentes et on peut accueillir toutes sortes d'événements. On peut accueillir un concert si on veut, un tournoi de TCG, on peut accueillir n'importe quel type d'exposition par exemple. On peut même la scinder en deux, la salle, pour faire 2 événements en même temps. Donc on est très content et c'est vrai que, comme le disait Ludovic, on veut que les gens reviennent. Faire des événements, ça va aussi contribuer à ça. Ah oui, il y a beaucoup de projets. Je voudrais bien qu'on parle en effet de ce village japonais. Moi je vois dans vos informations que vous m'avez fait passer que il y a une inspiration au Japon. Alors, je la comprends, je vois d'où elle vient à peu près. C'est quoi l'idée? C'est d'avoir une décoration parce qu'il va y avoir aussi des boutiques, vous avez prévu au-delà de... Alors, un énorme espace. C'est ce qu'on voit. On l'a, la Xbox là, qu'on voit en ce moment passer, on l'a vraiment d'ailleurs. C'est pas juste une projection. C'est vrai, vous avez mis des vrais éléments. Il y a vraiment des éléments qu'on a déjà. C'est hyper sympa alors qu'on voit quartier japonais, comme on dit. Ouais, village japonais. On part là-dessus. Peut-être Ben, si tu veux prendre la Oui, alors en fait, on a pour ambition de faire en sorte d'amener le Japon à moins de 30 minutes de Paris. Et donc l'idée, c'est de faire vivre une expérience, et notamment aussi gastronomique. L'idée, c'est d'avoir donc un restaurant qui aura pour spécificité d'avoir 12 corners qui vont traiter des spécialités japonaises. Et donc un espace, un food court, 1000 m², qui d'ailleurs pourra être directement connecté à la gaming arena en fonction des besoins et des événements, qui dans sa continuité aura une agora commerciale et qui pourra accueillir des pop-up stores, des événements, des ateliers d'artistes, puisque ce qu'on souhaite vraiment, c'est que ce soit un lieu dynamique, vivant et culturel surtout. Mais alors, parce que pour vous, il y a une dimension pop culture qui est évidente, donc elle est sur le Japon. Vous n'avez pas l'impression que vous risquez de faire de l'ombre à la Japan Expo? Alors, vous espérez les faire venir? On leur parle déjà. Vous leur avez parlé? Oui. Ils nous proposent de venir. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu une Japan Expo fixe. Après, eux, ils ont quand même une surface de, je crois, 135 000 m². Oui, vous n'avez pas ça à leur proposer. Voilà, non, c'est vraiment 2 événements. Je pense que c'est un événement et un lieu qui peuvent marcher ensemble. On ne voit pas vraiment de concurrence, et eux non plus là-dessus. Et je pense qu'au contraire, il y a des connexions à faire tous les deux. Donc on n'est pas du tout inquiet face à ça. Au contraire, nous on sert de la Japan Expo pour dire ça marche. En fait, les gens se déplacent pour des concepts pop culture, Japon, les figurines, les jeux vidéo. Ça fait déplacer les gens, énormément de gens, pas que sur la Japan Expo, hein, même sur d'autres événements. Et là, on va le faire en permanent, en fait. C'est ça. Oui, on aime vraiment beaucoup leurs événements. Et comme le disait Thève, effectivement, on se parle et on est absolument convaincu qu'il y aura des échanges et une prolongation des expériences qu'eux-mêmes ont pu créer ces dernières années. Ouais, l'idée, c'est plutôt de travailler ensemble que de se faire la concurrence. Donc, Puis vous serez là en permanent. C'est vrai que eux, c'est une fois dans l'année. En fait, eux, ils ont l'espace, donc ils peuvent faire des choses que nous, on ne peut pas faire. Et nous, on a un lieu permanent. C'est-à-dire qu'on peut aller plus loin dans, par exemple, les décors, dans l'expérience qu'on propose. Parce que c'est juste c'est pour 4 jours, on ne peut pas faire une expérience comme nous, on va la faire. Donc je pense que les deux seront vraiment totalement différents. C'était important, cet aspect pop culture? C'est indissociable du jeu vidéo, ou c'était pas possible de faire que du jeu vidéo ou que de la pop culture? Déjà, ce serait dommage de se priver de tout le public qui lit des mangas et qui achète des figurines. Et en fait, déjà, on voulait faire ce qu'on aimait. C'est une première chose. Et non, il y a vraiment quelque chose à faire. Parce que là, le lieu qu'on vous présente, on le présente un peu modestement, mais ça n'existe nulle part au monde. Ouais. Ou alors dans des villes comme Akihabara, des quartiers entiers, mais dans un seul bâtiment. En fait, ça n'a jamais été fait de regrouper tout ça. Et on sait qu'il y a beaucoup de demandes sur ces sujets-là, sur les animés, sur les choses comme ça. Et oui, on voulait, ça nous paraissait logique en fait, tout simplement, de tout regrouper. Et ça permettait aussi d'assurer la pérennité du musée du jeu vidéo. Puisque quand on a regardé les expériences qui avaient été, les initiatives qui avaient été montées ces dernières années, on s'est rendu compte qu'elles n'avaient pas pu effectivement perdurer dans le temps, parce qu'elles ne se reposaient que sur un sujet. Nous, ce qu'on souhaite absolument, c'est que le musée vive sa vie le plus longtemps possible. Et donc, il fallait y adjoindre ce fameux village japonais qui permettait effectivement d'assurer des rentrées d'argent pour le musée. En plus, quand on rencontre tous les collectionneurs, comme on a fait ces derniers temps, on se rend compte que chaque collectionneur ne collectionne pas que les jeux vidéo. On a pu voir qu'à chaque collection qu'on a visitée, ils avaient des Lego, par exemple.
tous, ils ont des Lego, quoi. Et des mangas, ou des comics, ou des bandes dessinées. En fait, quand on est collectionneur, on collectionne pas qu'une seule chose en général, quoi. On a vraiment le côté collectionneur dans l'âme, quoi. C'est-à-dire que les boutiques qu'on va trouver, ça peut être ça. Alors, je vais pas dire un Lego Store Exactement. Forcément, mais que des choses autour de la pop culture. Alors, Ouais. moi- Ça reste dans cette Ouais. thématique-là. Alors moi, étant collectionneur, il y a 2 endroits au monde, en fait. Il y a République sur Paris, où tous les magasins sont concentrés, et il y a Akiba à Tokyo. C'est vraiment les 2 seuls endroits au monde où vraiment on peut aller pour acheter de la pop culture. Et on voit bien qu'il n'y a pas que des magasins de jeux vidéo. Il y a toujours des magasins, des boutiques de cartes, de TCG, des boutiques de figurines, de mangas. Et en fait, tout ça, c'est pas la même clientèle, mais ça attire quand même beaucoup de monde à ces endroits-là, quoi. On se déplace de loin pour venir voir ces endroits-là, quoi. C'est ça vos inspirations? Beaucoup le Japon? Sur la façon d'aborder, justement, avec les magasins, avec le côté collectionneur. Il y a une énorme dimension, forcément, dans un musée collectionneur. Ça a été vos inspirations pour faire ce lieu? Oui, ça fait partie des inspirations, c'est sûr. Notamment le quartier de Akihabara au Japon, qui est super connu, qui est, je crois que c'est le 3e quartier le plus visité de Tokyo, et le premier des Français, je crois. Donc vraiment, les gens se déplacent de loin pour aller acheter des figurines ou des choses comme ça. Donc on aimerait bien apporter ça. Alors il y a déjà quelques endroits qui le font, mais pas vraiment comme on l'imagine. Et ouais, je pense que l'idée, c'est que les gens peuvent même ne pas apprécier la pop culture, mais apprécier la nourriture japonaise. Ils vont venir. Ils viennent pour le musée, ils viennent pour la nourriture, ils viennent pour faire du shopping, ils viennent pour jouer dans un game center. On va présenter plein d'expériences différentes, et je pense que chacune d'entre elles peut faire venir du monde. Vous avez discuté avec l'industrie du jeu vidéo sur ce musée? Bon, on n'arrête pas. Et alors, quand vous êtes allés les voir, tous les 3, quelle a été leur première réaction? Déjà, beaucoup sont venus nous voir, déjà. C'est une fierté. Après l'annonce du projet? Oui, bien sûr. Mais avant, est-ce que vous en aviez... Même avant, on avait déjà parlé un petit peu, on avait certains contacts. On a un peu testé nos idées. Tout le monde est très, très enthousiaste à l'idée. Vraiment, on n'a que du soutien. C'est inespéré. Et encore une fois, je pense que c'est un lieu qui manquait, même pour les professionnels. C'est ça qu'ils vous disent? Parce que, Allez-y, passez des messages, c'est le moment. Hein. Non, mais le message, ils le connaissent, parce qu'on leur parle déjà au quotidien pour la plupart. Mais c'est vrai que c'est un endroit qui serait idéal, par exemple, pour faire des présentations de jeux vidéo, des sorties. Tout cet aspect-là, on y pense aussi. C'est ce que j'avais demandé, ouais, parce que vous avez énormément, on a dit, c'est 11 000 m², quasiment, je crois, quelque chose comme ça, avec des espaces d'exposition. C'est ça. L'idée, ça peut être donc ou des présentations de jeux ou des thématiques autres sur ces lieux. Ah oui, on peut totalement brander, comme le disait Benoît tout à l'heure, toute la salle de spectacle avec le food court, plus une partie d'Odyssée pour faire de l'événementiel. Ah, vous avez déjà pensé loin. Oui, Benoît. Ouais. En fait, en discutant avec effectivement toute l'industrie du jeu vidéo, tous les éditeurs, etc., on s'est aussi rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a une chose qui arrive, qui est inéluctable, c'est la dématérialisation du jeu vidéo. Et en fait, les éditeurs vont avoir besoin de conserver du lien, un lien physique avec les joueurs. Et en fait, Odyssée représente aussi cette possibilité de recréer du lien une fois que la démat sera complète. Ça permettra de créer des expériences autour de licences fortes et de créer des événements qui seront plus ou moins longs en fonction. On a prévu le lieu pour qu'il soit vraiment vivant et pour pouvoir accueillir un maximum d'événements. Est-ce que vous avez contacté, alors on disait, il n'y a jamais eu de musée physique du jeu vidéo en France, il y a beaucoup d'expositions. Il y en a eu. Il y a eu quelques tentatives, Oui, mais qui ont été de qui n'ont très pas duré courte très longtemps. durée. Il y en a eu 2 en France. Il y en a Une qui a duré une dizaine de jours et un musée qui a duré une dizaine de jours et un musée qui a duré 2-3 ans. Voilà, c'est ça. Il y a des petites choses en local qui ont été faites. Je me souviens, je crois, en Savoie, fait où avec ils avaient... des fonds privés. Est-ce que ces gens-là, vous les avez contactés? Est-ce qu'ils vous ont contacté? Je pense notamment, il y avait une association qui s'appelait Musée Replay, qui avait tenté, qui n'a pas de local, mais qui essayait de montrer sa collection à une époque. Est-ce que c'est des gens qui vous ont contacté aussi? Alors nous, on vous en avez a un œil contacté dessus beaucoup, parce que déjà dans mon domaine, je connais quand même pas mal de monde. On se déplace vers toutes les associations de France pour être en contact avec eux. On veut travailler avec eux, donc parce que on vous l'a pas dit, mais on a comme but de faire une expérience d'ici la fin de l'année, une exposition expérience d'ici la fin de l'année, et puis de tourner en France pour la proposer, et on va travailler avec les associations pour nous aider là-dessus. Donc effectivement, on contacte tout le monde, on est en contact avec quasiment tout le monde. On a passé 1 an à faire quasiment que ça. Hein. On veut vraiment, en France, en Europe, dans d'autres pays. Après, la France, c'est un des pays où il y a le plus de collectionneurs et d'associations. Donc le temps de faire le tour de tout le monde,
ça prend pas mal de temps. Mais pour répondre clairement à ta question, oui, on est déjà, par exemple, la première personne qui a fait le musée à la Défense. On est en contact régulier avec lui. Oui, d'accord, oui, donc ça, parce que je pense aussi des associations type MO5 aussi qui a une énorme collection. Oui, bien sûr, on les a rencontrés. Des gens, ça aussi. peut intéresser aussi de se joindre à votre projet. Parce que voilà, on a fait énormément de choses en France. Mais c'est un projet commun, même c'est pour ça qu'on l'a aussi fait par financement participatif au début. C'est pas juste le public, mais les entreprises et les gens qui sont dans les associations et même les éditeurs de jeux, ils font aussi partie de ce public. En fait, c'est des humains à la base, et donc tout le monde a le même enthousiasme pour ce projet. Et c'est ça qui est beau. Donc on a beaucoup rassemblé. C'était le travail de cette année et on continue de le faire. On sera en Suède la semaine prochaine. Pour aller voir Embrasseur, je sais pas si si on connaît bien Embrasseur, on en a beaucoup parlé ici. Voilà, qui conserve aussi beaucoup le patrimoine, et du coup on veut voir comment ils fonctionnent et ils nous ouvrent leurs portes. C'est beaucoup de rencontres qu'on fait comme ça. Qui nous ont contactés directement et on a eu un lien assez rapide. Voilà, donc on s'est dit il faut qu'on y aille. On parlait du démat. En effet, aujourd'hui, on sait que les jeunes joueurs, le physique, c'est presque un truc de vieux pour les figurines et tout. Est-ce que ça peut être aussi un moyen de les sensibiliser au fait que le démat, c'est bien, mais le démat, quand les entreprises ferment, quand les serveurs ferment, les jeux disparaissent, et que là, ça peut pérenniser quelque chose ou pas, leur faire prendre conscience d'autre chose? On aimerait bien, nous on est très attachés aux produits matériels. Alors ça vit encore un peu, je pense, plus par les coffrets collector ou par les belles pièces comme ça. Je pense que c'est un peu là-dessus. On est très collector en France. J'ai appris que nous étions un des pays les plus collector. Ouais. Exactement, ça sur marche physique très bien. aussi. On est le dernier pays, les irréductibles gaulois. Les vrais Gaulois. Non, c'est vrai. Ouais, c'est sûr qu'on aimerait bien que ça perdure un petit peu. Il y a des studios aussi qui continuent de même refaire des jeux sur Game Boy ou sur Dreamcast, sur d'anciennes plateformes. Donc c'est pas mort. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux d'avoir des objets physiques. Alors, est-ce qu'on a pour volonté de changer les mentalités ou de faire avancer? Je ne sais pas, mais en tout cas, montrer que ça a existé et que c'est des beaux objets, ça, c'est l'objectif. Ouais. Alors, en parlant de... Oui, vas-y, Benoît. Après, je voudrais qu'on parle de la magnifique Game Boy qui est là aussi et de cette console. Avec grand plaisir. Je voulais juste ajouter le fait que ce qui était... on ne fait pas partie des gens qui se tournent uniquement vers le passé en disant que c'était mieux avant. On sait que la démat, on ne pourra pas la contourner, entre guillemets. En revanche, on pense qu'il y a un juste milieu à trouver. Et c'est pour ça qu'il existe, comme tu disais, Tev, des éditeurs qui vont continuer à développer ou qui développent aujourd'hui des jeux sur des consoles qui ont plus de 20 ans. Donc il y a un vrai marché pour ça. Ouais, vas-y. Il y a maintenant l'inverse qui se fait aussi. Il y a des éditeurs qui prennent des jeux en démat et qui les font en physique. De plus en plus, c'est vrai qu'on voit ça. Oui, parce que les gens, ils veulent quand même revenir, une certaine catégorie de personnes veulent revenir au physique quand même. C'est compliqué d'offrir un code à Noël à un enfant aussi. Rappelons-le. Benoît, je voudrais que tu me parles de cette magnifique console là, à côté de toi, que je ne vais pas vous laisser repartir avec, parce que je la trouve vraiment magnifique. On va repartir avec, si. Ouais, je sais, malheureusement. Je vais céder. Alors, décris-la pour ceux qui déjà nous entendent en podcast et qui malheureusement ne la voient pas. Alors, c'est un magnifique Tori japonais qui intègre le premier logo. Donc, indirectement, je sous-entends qu'il y aurait un nouveau logo qui va apparaître. Donc, ça, c'est l'ancien logo. Et on a organisé lors du crowdfunding un jeu concours dans lequel on faisait gagner effectivement une édition collector d'une PlayStation 5. Et donc, il y a 2 éditions qui ont été fabriquées par une artiste belge qui s'appelle Vadou Anka. Et donc, ça représente un magnifique Tori japonais accompagné d'une sérigraphie sur une manette qui est incroyable. Somptueuse, oui. Mais j'invite du coup les personnes qui sont sur le podcast à se rendre sur le site. Et voilà, vous allez regarder l'émission en vidéo ou aller sur le site Odyssée. On est complètement dans le mood Assassin's Creed Shadows. Elle est absolument sublime, en tout cas. Et l'autre petite pièce que vous m'avez gentiment ramenée, elle est à côté de Ludovic. Hop. Alors, on a choisi une pièce parmi les 2300. Il y aura toutes tes consoles. On aimerait être exhaustif. Le but de ma collection, c'était d'être exhaustif, d'avoir vraiment tout ce qui est sorti dans le commerce et encore plus celles qui ont été gagnées à des concours. Donc là, c'est justement une console qui a été gagnée à des concours au début des années 90. Donc c'est en Angleterre. Il y a eu 25 exemplaires qui ont été à gagner dans des émissions de télé pour la jeunesse.
Et du coup, maintenant, on ne sait pas, il doit en rester peut-être moins d'une dizaine, parce que bon, on sait bien que c'est des enfants qui les ont récupérés en Avec général, un Wario qui ont vraiment joué avec. Donc après, ça c'est du travail de collectionneur, de farfouiller, de trouver. Alors il y a toute une époque où on pouvait tomber dessus par hasard sur des annonces eBay, et parce que les gens ne savaient pas ce que c'était, ils revendaient juste leur Game Boy. Et petit à petit, elles ont été connues, référencées. Et maintenant, c'est des tractations entre collectionneurs parce que les quelques exemplaires qui ont survécu, elles sont toutes chez des collectionneurs, quoi. Là, tu disais, il y en a 5 qui sont connus. Ça, je pense qu'il y en a 5 ou 6 qui sont connus chez les collectionneurs. Tiens, vas-y, montre-la bien à la caméra, qu'ils arrivent à voir. Quand est-ce qu'on va pouvoir voir, nous, avec nos petits yeux, tout ça dans ce musée, messieurs? Il y a 2 choses. Le musée Odyssée ouvrira en 2028. C'est un peu plus long que ce qu'on avait annoncé au début, mais étant donné l'ambition qu'on y a mis... Très ambitieux, on a compris. Là. Voilà, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. Mais le musée en lui-même ouvrira en 2028. Mais avant ça, comme l'a dit Ludovic tout à l'heure, on va pas attendre 2028, c'est très frustrant. Donc on va préparer une série d'événements dont le premier aura lieu fin 2025 en région parisienne. Et on pourra déjà voir, alors pas l'entièreté de la collection parce que c'est beaucoup trop, mais on pourra voir une partie de la collection et surtout on pourra vivre quelques expériences qui sera un petit peu le reflet de ce qu'on pourra vivre dans le musée. En fait, encore une fois, on insiste sur le fait qu'on veut que ce soit interactif, que ce soit une expérience plutôt que juste de la contemplation. Donc ce sera un petit aperçu quand même, assez ambitieux quand même. Je dis petit, mais c'est quand même, on parle d'une très grande surface sur plusieurs semaines d'événements. On a hâte de vous dévoiler ça, mais c'est encore un petit peu tôt pour en parler. Un musée éphémère, un musée Odyssée éphémère avant le vrai, c'est ça. Exactement. Je voudrais quand même montrer ce livre qui est chez Omake Books, que vous m'avez ramené, Musée Odyssée. Alors, ce livre, c'est quoi? C'est les prémices? C'est pour nous donner envie? C'est un teasing? Effectivement, il y a pas mal des consoles de Ludovic qui ont été pris en photo pour cet ouvrage. C'est l'encyclopédie la plus complète à l'heure actuelle des consoles de jeux vidéo. C'est marqué la plus grande encyclopédie des consoles de jeux vidéo. C'était un travail de titan de l'affaire. On l'a fait avec Florent Gorge. Exactement, Florent Gorge qu'on avait reçu ici. Ouais, là, l'édition que tu as entre les mains, c'est une édition spéciale qu'on a donnée pour le crowdfunding, mais elle est disponible dans une autre couleur. Si vous voulez la trouver dans toutes les bonnes librairies, elle est encore disponible. Bon, voilà, c'est bon à savoir. Dernière question pour vous, messieurs. Puisque vous allez ouvrir un musée du jeu vidéo, quel est le jeu plus emblématique, Tev, pour toi? Alors, si on parle d'un musée, moi, tout de suite, ce que j'ai en tête, c'est des jeux avec des ambiances ou dans lesquelles on peut se projeter, un Zelda, un The Last of Us, quelque chose comme ça. Après, mon jeu de cœur, c'est tellement difficile à dire. Les deux autres peuvent réfléchir en même temps, ils ont cet avantage. En même temps. Mais c'est horrible ce que tu nous demandes parce qu'on a tellement de jeux auxquels on est. Mais un jeu qui symbolise, qui est incontournable dans un musée. Quand on a une ambition comme la vôtre, de faire un musée sur l'histoire du jeu vidéo et de la pop culture. Zelda. Zelda est incontournable. Zelda, Minecraft est incontournable. On a déjà, rien que pour l'environnement Minecraft, moi je pense beaucoup à l'environnement, mais Minecraft, s'il n'y a pas de Minecraft, ça ne me convient pas. On va dire Fortnite, on va se faire. Non, Fortnite, très bien aussi. Non, il y a tellement de trucs. Ludovic? Ouais, moi je suis très fan de Zelda, effectivement, mais dans la version 2D, la 3D je m'y suis pas fait malheureusement. Les premiers, les tout premiers. Version Super Nintendo, oui, Mario, Boy, on le voit en ce Game moment. Boy, Mario bien sûr, tous les derniers Mario. J'ai été bluffé par la version Switch, Mario Odyssey, c'est vraiment un des jeux sur lequel je me suis vraiment posé, alors que ces derniers temps, j'ai un peu moins de temps sur les jeux vidéo. Voilà. Moi, j'ai 2 titres qui me viennent en tête. Un titre qui est Actraiser sur Super Famicom, bien sous-coté, et jeu extraordinaire avec une bande-son de Yuzo Koshiro. Vraiment à découvrir, c'est une de mes Madeleines de Proust. Et le second, c'est Castlevania Symphony of the Night sur PlayStation. On est d'accord, là, sur Castlevania. Autant le premier, je ne connaissais pas Castlevania, oui, je signe tout de suite. Eh bien, merci, messieurs, on est arrivé au bout de cette émission. Merci Tev, merci Ludovic, merci Benoît. Merci de nous avoir reçus. Écoutez, ça m'a fait très plaisir, en tout cas, de découvrir avec vous, un peu, et de faire découvrir surtout le musée Odyssée. Bon, on patientera jusqu'en 2028, mais un peu avant, on a compris. C'est ça. Au moins, c'est déjà ça de gagner. En tout cas, on a hâte de voir, c'est un chouette projet, bravo à vous, quand même. Un petit dernier mot, si je peux, puisque dans l'actualité, on vient juste de lancer nos réseaux sociaux, et aussi, comme on a un statut associatif au niveau du musée, tous les gens qui sont intéressés pour rejoindre l'association peuvent le faire dès maintenant. Eh bien voilà, alors, où ils peuvent vous rejoindre? Adresse? C'est quoi l'adresse? C'est toi qui l'as?
C'est information@odyssée.gg. GG pour Good Game. Bien joué. Eh bien écoutez, merci à toutes et à tous en tout cas d'avoir suivi cette émission. On espère vous avoir donné envie de suivre ce chouette projet. Vous pouvez retrouver l'émission en multi-diffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur YouTube, sur le site Tech & Co et sur la plateforme RMC BFM Play et évidemment en podcast partout, mais ce sera dommage, vous ne verrez pas la belle console. En tout cas, on se dit à la semaine prochaine avec une autre console qui arrive très très vite et dont on va vous parler. Allez, jouez bien et à très vite.